Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine Votre Santé en partenariat avec la Fondation Hospice Civil de Lyon. Ce mois-ci, c'est au sein du service d'oncologie médicale de l'hôpital Édouard Herriot que nous serons accueillis pour découvrir une discipline à l'interface de différentes spécialités. Alors bonjour Dr Catherine Lombard-Boas, quelle est la diversité des pathologies prises en charge au sein du service d'oncologie médicale de l'hôpital Édouard Herriot où nous nous trouvons ? Nous avons comme particularité de prendre en charge les tumeurs digestives, les cancers digestifs, donc œsophage, estomac, pancréas, foie, voie biliaire, côlon. Et puis une particularité du service qui est la prise en charge d'une activité de recours sur les tumeurs endocrines, digestives, bronchiques et puis les autres sites éventuels. Il existe 3 centres français dans le réseau européen labellisés pour la prise en charge des tumeurs endocrines et le service dans lequel nous nous trouvons, que vous avez vous-même bâti, est l'un de ces centres. Alors, quelle est la spécificité des tumeurs endocrines et quelle prise en charge particulière requiert-elle ? On a construit ce centre d'excellence vraiment en multidisciplinarité. Alors ces tumeurs endocrines ont une particularité tout d'abord d'être très rares, donc d'être potentiellement méconnues, et on s'est aperçu depuis une vingtaine d'années qu'il y avait de réelles pertes de chance pour les patients sur cette pathologie, avec des patients qui pouvaient être soit sous-diagnostiqués, soit traités de façon non optimale. Donc ce sont des tumeurs qui ont une particularité d'être des cancers, donc il faut appliquer des traitements antitumoraux classiques, mais aussi d'avoir un versant hormonal, de sécréter des hormones et donc de donner des signes tout à fait spécifiques et de requérir aussi un traitement anti-hormonal. Donc on a une nécessité d'avoir des équipes de multidisciplines qui travaillent là-dessus. Concrètement, quels sont les professionnels impliqués ? Alors, il y a l'équipe d'oncologie, les gastro-entérologues, les généticiens. Ce sont des maladies qui, dans certains cas, peuvent avoir un contexte génétique. Donc, on s'appuie bien sûr sur les compétences des généticiens. Les endocrinologues, les anatomopathologistes, les médecins nucléaires. Ce sont des traitements où on va injecter au patient l'hormone accrochée à une substance radioactive qui va aller se fixer préférentiellement sur les localisations tumorales et aller irradier directement sur site ces lésions. Les tumeurs endocrines sont donc l'hyperspécialité du service d'oncologie médicale qui prend également en charge toutes les tumeurs digestives, notamment le cancer colorectal, dont la prise en charge va du dépistage au traitement des formes précoces par chirurgie et à la chimiothérapie. Elles peuvent être traitées par exemple par dissection sous-muqueuse endoscopique et radiologie interventionnelle afin de détruire précisément certaines métastases. Bonjour professeur Pierre-Jean Valette. Question très basique pour commencer. Qu'est-ce que la radiologie interventionnelle ? Alors comme son nom l'indique, radiologie et interventionnelle, donc deux termes qui désignent une activité qui est faite par les radiologues dans des services de radiologie, et le mot interventionnel qui désigne le côté opératoire de cette activité qui s'apparente dans une certaine mesure à une activité chirurgicale. Alors, qu'apporte précisément la radiologie interventionnelle pour la prise en charge principalement des métastases de tumeurs endocrines ? Comment se présentent-elles ? Comment les repère-t-on ? Et surtout, est-ce que leur traitement est complètement efficace ? Le principe de la radiologie interventionnelle, notamment en oncologie et tout particulièrement pour les tumeurs neuroendocrines, consiste à essayer de détruire les tumeurs. Détruire les tumeurs en association avec d'autres techniques, la chimiothérapie et la chirurgie dans certains cas. La particularité de la radiologie interventionnelle, c'est de faire un abord qui va aller directement dans la tumeur, mais sans ouvrir la peau du patient. Pour les tumeurs neuroendocrines, ce sont en général des techniques de thermoablation par le chaud, c'est-à-dire que ces tumeurs vont être cuites en quelque sorte, ou encore brûlées, ce qui va permettre de les détruire et d'éviter les récidives ou la progression de ces tumeurs. Alors comment peut-on détruire les métastases hépatiques par radiologie interventionnelle ? Ces techniques donc, de thermoablation s'appliquent effectivement tout particulièrement aux métastases hépatiques. On peut aussi les utiliser pour des métastases extra-hépatiques, dans le poumon par exemple. Pour les tumeurs neuroendocrines, il s'agit de plus en plus d'IRM, qui est l'examen de référence pour trouver les métastases hépatiques.
Et le repérage se fait ensuite dans un deuxième temps, grâce à l'échographie, éventuellement combinée avec l'IRM, de façon à localiser de la manière la plus précise possible la tumeur et à positionner sous repérage échographique cette aiguille au centre de la tumeur. On l'a compris, les tumeurs endocrines nécessitent une prise en charge bien spécifique et multidisciplinaire. Damien Decran a justement rencontré une patiente atteinte de tumeurs endocrines et prise en charge dans le service d'oncologie médicale de HEH. Elle a accepté de témoigner. Reportage. En 2011, alors qu'elle ressent de fortes douleurs au dos, Isabelle subit une série d'examens qui révèlent une tumeur neuroendocrine pancréatique. C'est un raz-de-marée, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout s'arrête. C'était le jour des 9 ans de mon fils, je faisais son anniversaire ce jour-là avec tous ses copains. La dernière de mes enfants avait 2 ans à l'époque et c'est vrai que ça a été terrible de pouvoir imaginer que j'ai un cancer et que forcément il y avait une fin proche qui allait arriver. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce à quoi j'ai pensé tout de suite. En rencontrant un médecin, puis un deuxième, et puis en faisant tout le cheminement nécessaire pour savoir exactement ce qu'il en était, on a découvert que c'était une tumeur neuroendocrine et pas un adénocarcinome, et que du coup, j'avais finalement beaucoup de chance et que j'allais pouvoir vivre avec ce cancer. Isabelle subit une intervention chirurgicale en février 2011, mais 2 ans plus tard, en février 2013, elle découvre que son foie est couvert de métastases. J'ai droit à une première chimiothérapie qui ne marche pas. J'ai droit à une seconde chimiothérapie orale qui ne marche pas non plus. Et ensuite, on m'envoie à Bâle faire une radiothérapie métabolique. Et là, ça a été un peu comme un miracle parce que tout s'est mis en fonction pour, comme si finalement tout revenait en arrière. Et finalement, les métastases ont continué à diminuer petit à petit. Et ça fait aujourd'hui 4 ans que j'ai fait cette radiothérapie et les métastases continuent à diminuer 4 ans après. Et quand on a la chance de pouvoir, même si on a toujours des métastases, mais de pouvoir finalement ne plus avoir de traitement, eh bien on peut reprendre cette vie normale justement où on va avoir un emploi, emmener ses enfants à l'école, aller au cinéma, aller au théâtre. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Le problème de ce type de cancer, alors là je parle pour moi, c'est digestif, et le problème d'un cancer digestif, c'est que ça handicape quand même à bien des niveaux, et parfois on ne veut plus sortir de chez soi. C'est tellement handicapant qu'on ne veut plus sortir de chez soi. Et en fait on doit le faire, on peut le faire, et il faut le faire parce que il faut passer certaines barrières pour l'accepter, accepter de vivre avec sa maladie, et puis voilà, reprendre son quotidien. Le quotidien d'Isabelle, c'est un suivi régulier de sa maladie, à Lyon tous les 6 mois, mais c'est surtout sa vie, à Bourdoisan où elle vient d'ouvrir un restaurant. Je vis avec, je mourrai peut-être du cancer, mais peut-être d'autres choses. En tout cas, je dois vivre avec et je vois très bien mon avenir. J'ai compris que je ne devais pas vivre au quotidien en me disant que cette maladie allait m'emporter. J'ai perdu beaucoup d'amis depuis que j'ai cette maladie, alors que rien ne prédisait qu'ils allaient partir avant moi. Et aujourd'hui, je viens de créer mon emploi, je viens de monter ma petite structure, et ça veut bien dire que je suis pleine d'espoir et que je vois plutôt mon avenir d'un bon œil. Et j'espère continuer à voir mes enfants grandir aussi. Le cancer du côlon est un problème majeur de santé publique et le dépistage précoce un fondamental. Il s'agit en effet du 2e cancer le plus fréquent et du 3e cancer le plus ravageur en termes de mortalité. Bonjour Catherine Reverchon, pouvez-vous nous rappeler quelles sont les recommandations en matière de dépistage colorectal? Les recommandations, donc on recommande aux patients qui ont 50 ans de commencer à faire un dépistage colorectal quand il n'y a pas d'antécédents familiaux particuliers. Pour les patients qui ont des antécédents familiaux de manière très rapprochée au 1er degré, on part à partir de 45 ans. Quels sont les moyens disponibles pour ce dépistage? Il y a 2 possibilités pour faire ce dépistage du cancer colorectal. Soit il peut être fait par l'intermédiaire d'un test immunologique, ce qu'on appelle hémoculte, qui peut être réalisé tous les 2 ans. Une deuxième technique qui est la coloscopie. C'est un examen endoscopique qui se fait par l'intermédiaire d'une caméra qui permet d'aller visualiser ce qui se passe au niveau de l'intestin. Et donc à ce moment-là, on recherche des micropolypes.
Dans un service de gastro-entérologie, le volet prévention est donc capital, puisque le dépistage précoce permet un traitement optimum des pathologies débutantes, avec évidemment à la clé un meilleur pronostic. Alors bonjour docteur Forestier, le diagnostic médical peut parfois être compliqué et requiert des compétences multidisciplinaires. Quel est le parcours médical type dans ce service d'oncologie médicale ? Alors au fur et à mesure de son parcours, le patient va avoir besoin de plusieurs spécialistes médicaux, des anatomopathologiste qui sont les médecins qui analysent les biopsies et les cellules tumorales, des radiologues bien sûr, qui vont pouvoir faire le bilan d'extension des cancers, donc définir quel est le stade du cancer. Il aura également bien sûr besoin de chirurgiens spécialisés afin d'opérer son cancer si toutefois il est opérable. Bien sûr, il aura besoin de cancérologues qui sont donc des médecins spécialisés notamment dans les chimiothérapies et toutes les thérapeutiques anticancéreuses. Également des psychologues, des assistantes sociales et les équipes de soins de support qui prendront en charge la douleur et parfois la fin de vie des patients. Comment très concrètement la Fondation Hospice Civil de Lyon pourrait vous aider? Avez-vous des besoins urgents auxquels on puisse répondre? Pour nous aider aujourd'hui, je vois deux axes prioritaires. D'une part, préparer à moyen terme les thérapeutiques d'avenir, les thérapeutiques innovantes qui vont nous permettre de progresser dans la lutte contre le cancer. Et pour progresser, il faut obligatoirement en passer par la recherche clinique. Donc on a vraiment un besoin très fort en personnel de recherche clinique afin de faire bénéficier nos patients des essais thérapeutiques innovants qui vont leur permettre d'accéder aux nouvelles molécules qui sont les molécules d'avenir et qui vont leur permettre de guérir demain. Je vois également un deuxième axe sur lequel nous pourrions être aidés à court terme et de manière, on va dire, concrète et pratique, c'est tout simplement dans l'accueil des patients. Et on a vraiment besoin aujourd'hui, dans des hôpitaux qui s'ouvrent de plus en plus vers la ville, d'avoir des lieux pour accueillir non seulement les patients, mais également les familles, afin que les proches des patients puissent les soutenir en tout moment et en tout lieu. Notre émission est à présent terminée. Le mois prochain, c'est à l'hôpital de la Croix-Rousse que nous vous donnons rendez-vous pour retrouver le professeur Glézal afin de parler de chirurgie maxillofaciale. En attendant, nous vous laissons avec le message du président de la Fondation Hospice Civil de Lyon, M. Bruno Lacroix. La maladie induit souvent des tragédies individuelles ou familiales. Si demain un de nos proches est malade, ne voudrons-nous pas que lui soient prodigués les meilleurs soins, qu'il bénéficie du meilleur accueil, du meilleur accompagnement? Soyons acteurs de notre santé, donnons à la Fondation Hospice Civil de Lyon.